Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver le colonel Jacques Beau qui était l'invité de la matinale sur GPTV. Lui aussi a été mis sur la fameuse liste noire par l'Union Européenne. Après Javier Moro, eh bien, c'est le cher colonel Jacques Beau qu'on aime beaucoup, qui passe régulièrement sur nos médias alternatifs, qui a été interdit bien sûr de circuler au sein de l'Union Européenne, mais il ne va pas nous parler de ça aujourd'hui, il va nous parler justement du traité de paix et du conflit ukrainien. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage. N'hésitez pas aussi à partager au maximum les vidéos. Ça, c'est important. Il paraîtrait que les boosts ne sont plus disponibles sur YouTube. Donc, je compte sur vous pour les partages. On l'écoute et on en parle juste après. Pour moi, vous voyez, l'Union européenne n'est pas mon sujet de combat en réalité. D'ailleurs, je fais des combats pour rien du tout. Je ne me bats pas pour des causes. J'essaye de. Parce que mon intérêt, c'est de pouvoir qu'on comprenne les conflits, quels qu'ils soient d'ailleurs. Ça concerne aussi bien le conflit en Palestine que le conflit en Ukraine. Ukraine. Non pas pour distribuer les bons et les mauvais points, mais pour qu'on arrive à une conclusion qui tienne compte des perceptions des uns et des autres. J'ai dit à plusieurs reprises, et je l'avais probablement dit sur votre chaîne aussi, que si j'étais ukrainien, je me battrais comme un Ukrainien, si j'étais russe, je me battrais comme un Russe. Parce que dans les deux camps, chaque parti a l'impression ou le sentiment ou la perception de se battre pour un combat qui lui semble juste. Oui. Ça veut dire que quand on veut avoir une négociation de paix, on doit tenir compte du fait que les deux parties pensent avoir raison, pas seulement un côté. Et c'est là où la notion de punition que j'ai évoquée tout à l'heure, d'un des deux côtés, tout ça ne joue pas dans le processus de paix, parce que les deux pensent être dans leur bon droit, à tort ou à raison. Mais le fait est qu'il faut comprendre ces perceptions pour arriver à la conclusion. Et puis après, ça conduit. Alors, de nouveau, le fait d'avoir tellement attendu la situation a fini. On est arrivé à la situation que la Russie avait plus d'avantages que l'Ukraine. Je vous rappelle que si en mars 2022, les Européens, et je dis bien les Européens, pas simplement les Britanniques, les Européens avaient autorisé Zelensky à continuer la proposition qu'il avait faite aux Russes, eh bien, les Russes se seraient retirés de l'Ukraine, alors qu'aujourd'hui, ils ne veulent plus se retirer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, alors évidemment, il y a la question du Donbass qui restait une pierre d'achoppement, de même que la Crimée. Mais les restes, Zaporizhia et Kherson, auraient été des régions que les Russes auraient été prêts à abandonner en 2022. Aujourd'hui, ils ne le sont plus. Donc, si vous voulez, en empêchant Zelensky de faire sa proposition, on a accentué le problème. Et ça vient du fait qu'on n'a pas essayé de comprendre les perceptions des uns et des autres. On a appliqué à Zelensky la perception européenne, point final. Alors que Zelensky lui-même avait une perception différente du conflit. Et aujourd'hui, quand vous allez en Ukraine et vous avez aujourd'hui toutes ces questions de corruption, par exemple, et vous avez l'Union européenne qui essaye de lutter contre la corruption parce qu'elle voit que c'est un problème pour la crédibilité du pays d'une manière générale. Et donc, l'Union européenne a essayé de pousser les différentes entités qui s'occupent de la lutte contre la corruption à agir. Et quel est le résultat au Parlement ukrainien, hein, pas dans la presse, etc. Au Parlement ukrainien, vous avez des Ukrainiens maintenant qui disent que la question, comment dire, que la question de la lutte contre la corruption, disons, oui. Je dois trouver mes termes correctement, que l'implication de l'Europe dans la corruption, c'est en fait, ou plutôt, non, pour éviter, il faut éviter l'ingérence étrangère, c'est-à-dire il faut faire une décolonisation de l'Ukraine par rapport à la corruption. Décolonisation. Ils emploient le terme décolonisation de l'Ukraine et en parlant de l'ingérence des Européens pour lutter contre la corruption. Bien sûr. Vous voyez? Donc, de nouveau, le problème, c'est qu'en Europe, et alors c'est très vrai en France, on travaille sur les perceptions plutôt que sur les faits.
Résultat des courses, on est en porte-à-faux, y compris avec les Ukrainiens. Et vous seriez très surpris, parce que j'ai des contacts réguliers avec des Ukrainiens qui vivent en Ukraine d'ailleurs. Oui. Donc en Ukraine, pas le Donbass, en Ukraine. Oui, en Ukraine, oui. En Ukraine. Et je vois très bien que ces gens n'ont pas la vision polarisée qu'ont les Occidentaux par rapport à la Russie. Ils sont pour leur pays, mais ils ne sont pas aussi virulemment contre la Russie que le sont nos politiciens. Donc la perception que nous avons du conflit en Ukraine est même décalée par rapport à la population ukrainienne. Et c'est ça qui fait que là aussi, je reviens à cette question de liberté d'expression qui aujourd'hui s'exerce contre les pro-russes, etc. Mais il se pourrait très bien que des journalistes bien pensants aujourd'hui soient victimes non pas des Russes, mais des Ukrainiens. Pourquoi? Je ne vais pas en dire plus, mais c'est ça. Parce que les Ukrainiens commencent à comprendre que les Européens ne travaillent pas pour eux. Mais tout ce qu'on dit, je ne veux pas entrer dans trop de détails, parce que d'abord, on est dans quelque chose qui reste un peu spéculatif quand même, parce que je n'ai pas de boule de cristal. Mais vous seriez très surpris. Vous seriez très surpris, là, comme je l'ai dit plusieurs fois, ici en Belgique, j'ai été arrêté 4 fois dans la rue ou dans des magasins par des Ukrainiens qui étaient réfugiés et qui m'ont remercié pour ce que je disais. Ah. Des Ukrainiens, et des Ukrainiens d'Odessa, Dnipropetrovsk, Kharkov, ou Lvov, ou je ne sais plus, maintenant je n'ai plus les noms exactement. Enfin, c'est des grandes villes ukrainiennes, pas de la région du Donbass, et qui sont réfugiés ici, et qui m'ont remercié parce que pour eux, il est important qu'on donne l'image du conflit tel qu'il est, pas tel qu'on se le représente. Et ça, c'est des choses qui sont, de nouveau, en Europe, on n'arrive pas à comprendre ça parce que notre narratif se base sur une polarisation de la situation. Et la situation, même en Ukraine, elle n'est pas aussi polarisée que ça. Il y a certainement des petits qui sont très opposés aux Russes. Ça, c'est certain. Mais le gros de la population est sans doute beaucoup plus, beaucoup plus nuancé sur cette question. Oui. Il ne veut pas dire qu'il soit nécessairement pro-russe d'ailleurs, hein. Ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire qu'ils Non, mais ils en subissent les conséquences. La guerre, ils en subissent les conséquences. Et les outrances, ils en subissent les conséquences. Bon, bien sûr, oui, bien sûr. Mais je ne pense pas que ce soit simplement ça. Ça va plus loin que ça. C'est qu'il y a quand même une compréhension de la position russe qui est beaucoup plus grande en Ukraine qu'on pourrait l'imaginer. Ça ne veut pas dire qu'ils soient pro-russes. Ça ne veut pas dire que nécessairement ils se retourneraient contre Zelensky, etc. Mais ils ont une compréhension de la position russe qui est beaucoup plus grande. Parce que, disons, c'est des peuples qui sont beaucoup plus proches qu'on veut bien le croire. Par conséquent, on pourrait avoir, et ça pourrait avoir des répercussions dans le futur. C'est ça qu'on a de la peine à comprendre en Europe. On a l'impression que, mais évidemment, quand on écoute Zelensky, c'est le sentiment qu'on a, c'est qu'on a deux sociétés qui sont totalement opposées l'une à l'autre. Alors, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. La grande majorité de la population ukrainienne, elle soutient le gouvernement ukrainien parce qu'ils sont ukrainiens, mais ils ne sont pas aussi farouchement opposés aux Russes qu'on pourrait l'imaginer. Et c'est pour ça que vous n'avez pas, d'ailleurs, dans les territoires qui ont été occupés par la Russie, vous n'avez pas eu de grands mouvements de résistance, par exemple, que Zelensky avait esquissé en 2023 lorsqu'il pensait faire sa grande offensive pour gagner la mer d'Azov. Il
il parlait de cette grande offensive avec 1 million d'hommes et puis des mouvements de résistance, des mouvements de partisans sur les arrières des arrières russes. Eh bien, il n'a jamais eu ça, ni l'armée d'1 million d'hommes, ça il l'a jamais eu, mais il n'a jamais eu non plus les grands mouvements de partisans derrière. Il y a eu des petites poches de résistance, elles ont existé, j'en ai expliqué dans mes livres, donc elles existent, elles ont existé. Aujourd'hui, elles semblent avoir été réduites, pour employer cet euphémisme, mais il n'y a jamais eu de grands mouvements partisans parce que la relation qu'il y a entre Russes et Ukrainiens est une relation qui est beaucoup plus subtile que celle qu'on imagine en Europe. Mais d'ailleurs, vous savez, tout ça, on a toujours l'impression que les choses sont toujours blancs et noirs. J'avais vu une vidéo assez intéressante sur YouTube d'ailleurs, sur les Allemands lorsqu'ils ont occupé la France en 1940. Et ils n'ont pas toujours été accueillis méchamment. Les Français n'ont pas toujours été et je ne parle pas ici de collabos, hein, on est en mai 1940 quand les troupes allemandes entrent, les gens n'étaient pas nécessairement totalement opposés. Il y a d'autres facteurs qui viennent jouer. Je ne pense pas que c'est les Français qui ont bien accueilli les Allemands étaient des nazis. Et je ne pense pas non plus d'ailleurs que tous les soldats allemands qui sont entrés en France étaient des nazis. Donc, les choses sont beaucoup plus nuancées qu'on veut bien le dire. Alors après, évidemment, pendant l'occupation proprement dite, il y a eu les choses se sont un peu plus polarisées, bien entendu. Il y a eu voilà. Et si vous allez voir mon exposition, l'exposition que j'ai faite au château de Morges entre Genève et Lausanne, et qui illustre très bien la guerre clandestine dans la résistance, dans la guerre clandestine en Europe, pourrait-on dire, avec le rôle des services secrets, notamment suisses, dans l'architecture de cette résistance un peu partout en Europe. Si vous allez voir ça, vous verrez évidemment que les choses sont très claires, les choses se sont décantées assez vite, mais on est surpris de voir que les peuples, on dit souvent que les guerres, c'est des leaders ou des chefs qui se détestent et qui font la guerre avec des gens qui, eux, ne se détestent pas. On est un petit peu dans cette dynamique-là, et c'est valable dans tous les conflits. C'est un peu la même chose. Moi, j'ai eu mon grand-père qui a fait la Première Guerre mondiale avec l'armée française, parce que mon grand-père était français, et donc il s'est battu. Il a été 2 fois à Verdun, d'ailleurs. Il a fait la guerre de 1914 à 1920, puisqu'il était encore dans les troupes d'occupation en Allemagne après la guerre. Mais on a les témoignages de ces soldats qui étaient dans les tranchées, qui alors fraternisaient, c'était le terme qu'on essayait d'éviter, mais qui communiquaient avec les Allemands en face. On n'était pas, c'est les soldats eux-mêmes, et on a ces exemples de ce Noël 1914 où il y a des soldats britanniques et des soldats allemands qui font un match de football sur la ligne de front, hein, qui a été rapidement interdit parce qu'il fallait éviter justement la fraternisation. Et il y a eu des démarches très claires dans l'armée française pour interdire tout acte de fraternisation. Mais la réalité est celle-là, les soldats, eux, ne se détestaient pas. Évidemment que le conflit ukrainien et que cette paix qui risque d'arriver assez vite, et on l'espère, est beaucoup plus subtile de ce que nous est présenté sur LCI. De toute façon, la présentation par l'Europe et par les pays européens du conflit ukrainien est forcément tronquée. Tronquée car eux cherchent un conflit pour résoudre leurs propres problèmes au sein de leur pays. Et ils pensent utiliser non seulement la peur, mais peut-être un conflit armé pour purger des réseaux de résistance au sein de leur population qui va à l'encontre de leur politique. Heureusement que nous avons des gens comme le colonel Gbagbo pour nous rappeler certaines réalités, pour essayer bien sûr de partager au plus grand nombre la véritable nature du conflit ukrainien qui est bien plus complexe
que le conflit qui nous est présenté avec le gentil Ukrainien et le méchant ogre russe. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage bien sûr. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.